Donc, pour introduire cette conférence, je vais la replacer dans son contexte. Effectivement, c'est la troisième conférence d'un cycle de 3 conférences que nous avons appelé l'Indo-Pacifique, enjeux et opportunités pour l'Occident. La première conférence a traité des stratégies indo-pacifiques françaises, européennes et américaines, tandis que la deuxième a abordé les enjeux économiques de l'Indo-Pacifique à travers la coopération de l'Union européenne avec Singapour. Et ce soir, nous sommes donc réunis pour parler de la compétition Chine-États-Unis dans le cadre du domaine technologique avec Mathilde Vélier, chercheuse à l'IFRI et spécialiste du sujet. Donc, comment ça va se passer maintenant? Je vais céder la parole à ma collègue Zara Kanji qui va faire une introduction, une remise en contexte avant de laisser la parole à Mathilde Vélier. Par la suite, nous aurons un échange toutes les trois sur certains points qui ne seront pas abordés dans l'intervention principale. Et ensuite, vous pourrez, dans le public, poser vous-même vos questions. Vous pouvez d'ores et déjà les poser sur le chat ou bien attendre la fin de l'intervention pour pouvoir les poser directement à l'oral. Donc, je remercie encore une fois Mathilde Vélier d'être là et je cède la parole à Zara Kanji. Merci. Merci Flavie. Bonjour à tout le monde. Déjà, merci à vous de participer à la troisième conférence de notre cycle de conférences. Notre conférence d'aujourd'hui porte donc sur les tensions géostratégiques dans l'Indo-Pacifique entre la Chine et les États-Unis. Est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle guerre froide avec en exemple le domaine technologique? Donc, la montée de la Chine en tant que challenger des États-Unis a signalé le retour de la concurrence entre grandes puissances dans l'ordre international. La Chine est actuellement la deuxième économie mondiale et en passe de dépasser les États-Unis d'ici 2030 pour devenir la première économie mondiale. Elle est également le plus gros consommateur d'énergie et le deuxième plus gros dépensier en matière de défense. La Chine est également en train d'acquérir une position dominante dans les technologies de pointe telles que la science quantique, la communication 5G, l'intelligence artificielle, la robotique et l'espace. La croissance de la Chine en tant que puissance mondiale en termes économiques, technologiques, militaires a déstabilisé les États-Unis et certains de leurs alliés. La puissance a affirmé dans la mer de Chine méridionale et orientale sa stratégie de l'initiative Belt and Road, qui vise à intégrer une grande partie de l'Eurasie à son économie, indique une intensification de la concurrence entre les grandes puissances caractérisée par la rivalité entre les États-Unis et la Chine. La croissance de la Chine en matière technologique, d'innovation et de fabrication de haute technologie au cours des 2 dernières années a été spectaculaire. En effet, d'ici 2049, la Chine entend devenir la première puissance mondiale et disposer d'une armée de classe mondiale. La concurrence stratégique entre la Chine et les États-Unis comporte principalement 3 dimensions. La lutte géoéconomique et géopolitique pour le pouvoir et l'influence, la course à la suprématie technologique et la domination de la puissance militaire. Notre invitée, Flavie l'a déjà présenté, mais notre invitée d'aujourd'hui est Mathilde Vélier, qui vient justement nous parler de cette troisième dimension, donc cette concurrence technologique entre la Chine et les États-Unis. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de prendre de votre temps pour nous parler de la compétition technologique entre la Chine et les États-Unis. En effet, vous êtes chercheuse au sein du programme géopolitique des technologies et spécialiste des politiques technologiques américaines et chinoises dans les relations sino-américaines. Vous avez également effectué un doctorat en civilisation américaine à l'Université de Paris avec comme objet de recherche l'analyse de la fabrique des politiques américaines de protection des technologies stratégiques sous les administrations Obama et Trump. J'y suis encore, si je puis me permettre, mais... Pardon. Non. Vous avez également écrit un article en novembre 2020 intitulé « La guerre commerciale sino-américaine, quel bilan à l'issue de la présidence Trump », publié par l'Institut français des relations internationales.
Vous avez tout récemment aussi écrit un autre article intitulé « Convaincre et contraindre les interférences américaines dans les échanges technologiques entre leurs alliés et la Chine », également publié par l'IFRI. Donc, comme Flavie l'a rappelé, dans le cadre de la conférence, nous allons tout d'abord écouter votre analyse en ce qui concerne cette compétition entre la Chine et les États-Unis et plus particulièrement dans le domaine technologique. Puis, nous procéderons à un débat questions-réponses. Je vous laisse maintenant la parole. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation et pour cette invitation. Bon, moi, je voudrais juste commencer par dire que je suis vraiment désolée que mon intervention s'inscrive dans une actualité qui n'est pas de guerre froide, mais de guerre tout court. Donc, bon, je ne traiterai pas directement et à vrai dire pas même indirectement de l'actualité du jour et de ces derniers jours concernant l'Ukraine. Mais voilà, si vous voulez qu'on aborde certains points, bien sûr, dans les questions, je serai à votre disposition. Et donc, pour cette présentation, comme je suis assez consciencieuse, je vais d'abord répondre à la question demandée, c'est-à-dire États-Unis-Chine vers une nouvelle guerre froide. Moi, je voudrais montrer que, certes, il y a une rivalité croissante entre les deux plus grandes puissances mondiales, comme vous l'avez dit, qu'il y a une rivalité géoéconomique, technologique et militaire, sur fond aussi de confrontation idéologique entre deux systèmes de valeurs, deux systèmes politiques. Mais, et ce sera mon premier point, je voudrais montrer que qualifier cette dynamique de nouvelle guerre froide ou de guerre froide, à mon avis, n'est pas le plus éclairant, voire obscurcit l'analyse. Je montrerai tout de même en deuxième point qu'il y a effectivement une compétition économique et surtout technologique qui est croissante. Et je voudrais pour ça essayer de montrer quelles sont les stratégies sur le plan technologique qui sont développées des deux côtés, côté chinois et côté américain. Et en troisième partie, je reviendrai sur les conséquences pour l'Europe en reprenant principalement les points de ma dernière étude qui portait justement sur ça et que vous avez tout à fait admirablement cité. Donc pour commencer, pourquoi, à mon avis, qualifier cette relation de guerre froide est assez compliqué. Je voudrais commencer par ça parce qu'il y a une rhétorique effectivement de plus en plus dure de ces dernières années, côté américain et côté chinois, je dirais depuis la moitié de la présidence Trump, qui a tendance à occulter certains éléments qui me semblent absolument majeurs. Le premier, c'est l'interdépendance économique majeure, fondamentale entre les deux pays qui change complètement la donne par rapport à la relation États-Unis-URSS. Puisque, en dépit des nombreux reproches qui sont adressés par les Américains aux Chinois sur les questions commerciales, avec la question du déficit commercial en défaveur de Washington, des problèmes d'accès au marché chinois des entreprises américaines, les accusations de manipulation de la monnaie, les questions de vol de propriété intellectuelle, etc. En dépit de tous ces reproches, il y a tout de même des échanges commerciaux qui sont massifs et une vraie interdépendance économique. En 2020, les échanges de biens et services entre les deux pays étaient estimés à plus de 615 milliards de dollars. La Chine est le premier fournisseur de biens importés par les États-Unis en 2020 et le troisième marché d'exportation des États-Unis après le Canada et le Mexique. Et surtout, cette dynamique continue à augmenter. Les exportations américaines vers la Chine ont augmenté de 549% depuis 2001. Et même sur ces dernières années, sur ces environ 10 dernières années, ça a augmenté de 35%. Donc, ça reste dans vraiment une dynamique d'interdépendance économique et d'échanges commerciaux qui vont croissant, avec des chaînes d'approvisionnement qui sont complètement entremêlées, des entreprises qui opèrent dans les deux pays, ce qui est très différent de la relation économique États-Unis-URSS qui existait pendant toute la guerre froide. Et toutes les discussions sur le potentiel découplage des deux économies qu'on a pu entendre notamment dans les dernières années de l'administration Trump sont à prendre en compte vraiment dans ce contexte d'interdépendance économique et d'échanges commerciaux. Et c'est vrai, y compris dans les secteurs qui sont jugés stratégiques et qui sont soumis à des restrictions, comme par exemple les semi-conducteurs, puisque c'est un exemple précis, mais ça faisait partie des secteurs dans lesquels on avait un début de peut-être volonté de découplage, etc. Et entre avril 2020 et novembre 2021, le département du commerce a été un peu forcé de révéler qu'en fait, ils avaient accordé des licences pour l'exportation de biens d'une valeur de plus de 100 milliards de dollars de semi-conducteurs. Donc, c'est des équipements et leurs équipements de fabrication à deux entreprises chinoises qui étaient pourtant blacklistées par les autorités américaines. Donc, on est très loin du découplage, même sectoriel. Et au-delà de ces questions d'échange de biens, il y a bien sûr des échanges de données, des échanges de personnes, des échanges culturels, des flux d'investissement,
des collaborations scientifiques, alors même qu'il y a une compétition technologique et même post-Covid, ces échanges restent très importants et il y a une interdépendance dans la production de la connaissance. Par exemple, les États-Unis et la Chine sont les 2 nations qui collaborent le plus au monde dans la recherche scientifique. Et les entreprises majeures de la tech chinoise comme Alibaba, Baidu et Tencent ont ouvert des centres de recherche aux États-Unis et inversement, les entreprises américaines de la tech comme Apple, Microsoft et Tesla en ont ouvert en Chine. Donc même sur l'aspect production de la connaissance et même dans le domaine technologique, on a encore des très forts échanges et une très forte interdépendance. Et un dernier point que je voudrais soulever, qui souligne encore une différence, par rapport à la situation de guerre froide qu'on avait pu connaître, enfin, plus ou moins connaître en fonction de la date de naissance, entre l'URSS et les États-Unis, c'est qu'il y a encore des relations entre les 2 armées, donc des military to military, relations, qui sont maintenues, bien que réduites, depuis l'administration Trump. Il y a toujours, des dialogues et des échanges bilatéraux, des mesures de confiance, des exercices communs, même s'ils sont centrés sur l'assistance humanitaire et bien sûr pas sur le combat. Mais donc il y a encore des relations entre ces 2 armées. Tous ces éléments-là, c'est pour souligner qu'il y a vraiment des différences fondamentales avec la situation qui prévalait sous la guerre froide, qui, à mon avis, rend la métaphore de guerre froide pas forcément éclaircissante et même risquée, parce que c'est un peu tendance, à mon avis, à se caractériser par à devenir une prophétie autoréalisatrice en biaisant les analyses et en diminuant encore les opportunités potentielles de coopération qui pourraient rester, par exemple sur le Covid, potentiellement sur les questions climatiques ou de non-prolifération nucléaire. Donc voilà, je voulais simplement commencer pour répondre à la question en disant que je n'utiliserai pas personnellement cette métaphore à cause de ces différences fondamentales qui subsistent, même si bien sûr, sans être dans une guerre froide, il y a effectivement une compétition technologique croissante. Et ce sera mon deuxième point, avec exactement, comme vous le disiez en introduction, la Chine qui déploie des politiques ambitieuses avec le plan Made in China 2025 qui était sorti en 2015, notamment bien sûr, parce que c'est un effort qui précède tout à fait cette date, avec les 13e et 14e plans quinquennaux, une série de plans sectoriels sur l'IA par exemple, sur l'intelligence artificielle, pardon, sur Internet, etc. Et toutes ces initiatives et investissements ambitieux visent, comme vous le disiez, à faire passer la Chine à un statut supérieur, ou en tout cas différent, la faire passer du statut d'usine du monde à celle de grande puissance industrielle, leader dans certains secteurs technologiques clés, etc. Et donc, ces politiques se traduisent par des investissements importants et des progrès très impressionnants, comme vous l'avez mentionné, à la fois dans de nombreux secteurs, comme vous le disiez très justement, comme l'intelligence artificielle, les questions de soit communication, soit cryptographie, enfin toutes les questions quantiques, les supercalculateurs également, le domaine spatial, bien sûr le domaine des télécommunications avec notamment la 5G. Et plus largement, ça se mesure également en matière d'innovation et de R&D, quand on prend par exemple certaines variables comme le nombre de brevets déposés, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. Le nombre de brevets déposés par la Chine est supérieur aujourd'hui à celui des États-Unis, ou qu'on prenne le nombre de diplômés dans les sciences et les technologies, l'influence par exemple dans les instances de standardisation, ou tous ces domaines et toutes ces variables dans lesquelles on a vu un vrai progrès de la part de la Chine. Et à mon avis, à mon humble avis et pas seulement, c'est en fait à cause de ça que, alors même que toutes les plaintes américaines que j'évoquais plus haut sur les questions de propriété intellectuelle, d'espionnage, de déséquilibre de la balance commerciale, etc., toutes ces plaintes qui étaient déjà présentes depuis le début des années 2000, on le voit dans les plaintes américaines à l'OMC, on le voit dans les projets de loi, etc., c'est pas du tout quelque chose qui vient d'apparaître depuis l'administration Trump, c'est là depuis les années 2000, mais on voit que depuis la fin de l'administration Obama, il y a des actions beaucoup plus fermes qui sont prises par les États-Unis, parce que, comme le résume très bien Barack Obama lui-même, il me semble que c'est une citation qui date de 2014, c'est une métaphore sportive qui compare la relation sino-américaine avec un match de basket, où Barack Obama a dit que, effectivement, en tant que les États-Unis dominaient très très largement au score
quand, je cite, hein, les Chinois donnaient des coups de coude et trichaient et qu'ils n'étaient pas sifflés par l'arbitre, les États-Unis pouvaient se permettre de l'ignorer. Mais maintenant que le score est beaucoup plus resserré, il faut que les États-Unis réagissent un peu et donnent eux-mêmes quelques coups de coude. Bien sûr, c'est une métaphore et une analyse qui est complètement américaine, mais c'est pour expliquer que, alors même que toutes ces plaintes prédatent largement l'administration Obama, l'administration Trump et l'administration Biden, c'est à cause de ces progrès chinois récents qu'on a observé une stratégie américaine qui s'est vraiment durcie. Et je voudrais revenir justement un peu sur cette stratégie américaine qui a un double objectif pour répondre à ces progrès technologiques chinois. Et là, je vous propose de partager brièvement, si j'y arrive, mon écran, juste pour avoir un petit visuel sur la question. Cela fonctionne-t-il? Ouais, super. Voilà, donc il y a un double objectif de ces politiques américaines qui est officiellement d'ailleurs décrit dans les textes notamment de l'administration Trump, moins explicitement sous Biden, avec un premier objectif qui est de ralentir les concurrents, dont bien sûr la Chine, et un deuxième objectif qui est de courir plus vite que la Chine. Je voudrais revenir sur ces deux objectifs assez rapidement. Donc tout d'abord, essayer de ralentir les concurrents au nom de la sécurité nationale. C'est-à-dire que l'objectif est d'essayer de mieux protéger les technologies et les données américaines pour essayer de freiner leur contribution au développement technologique et militaire chinois. Ça se traduit à la fois par une diplomatie de sensibilisation aux menaces envers, par exemple, les alliés ou en tout cas envers les autres pays pour essayer de les dissuader d'adopter certaines technologies chinoises jugées risquées. Je reviendrai là-dessus dans la troisième partie. Ça se traduit aussi en représailles des pratiques jugées prédatrices, des pratiques commerciales prédatrices de la Chine sur les questions que j'évoquais de déficit commercial, de vol de propriété intellectuelle, de subventions accordées aux entreprises chinoises. Il y a eu la mise en place à partir de janvier 2018 puis en 2019 par l'administration Trump de droits de douane dont la plupart sont toujours en place pour l'instant. Ça, c'est plus un volet commercial que je ne détaillerai pas tellement. Il y a également eu, en réponse au risque qui est avancé de cyberespionnage et de contrôle des données américaines, ce qui représente une menace pour la sécurité nationale, donc contrôle de ces données par des entreprises chinoises, des sanctions et des restrictions sur les exportations vers la Chine. Ça, c'est un aspect qui a été beaucoup évoqué, donc vous avez sans doute entendu parler, avec plusieurs entreprises de la tech chinoise qui ont été placées sur une liste noire qui s'appelle la liste d'entités, qui leur empêche d'importer des biens et des services américains, voire même des biens et des services d'autres pays. Donc à partir de 2018, c'est l'équipementier en télécom ZTE et 8 autres entreprises qui sont désignées, suivi en 2019 et en 2020 d'autres entreprises de la tech, dont Huawei de façon assez célèbre, et une centaine de ses affiliés, et aussi des fabricants de semi-conducteurs, comme SMIC par exemple. Au même moment, il y a également eu des menaces de sanctions sur des applications, pour le coup, comme TikTok ou WeChat en août 2020, même si ça, c'est une menace qui, pour le coup, a été retirée par l'administration Biden lors de son arrivée au pouvoir. Et justement, sous Biden, on voit qu'il continue dans la lancée de son prédécesseur en imposant des nouvelles sanctions à des entreprises de la tech chinoise. Par exemple, assez récemment, en avril, l'imposition de sanctions sur des centres de supercalcul chinois. Et enfin, en réaction à la menace, ce qui est considéré comme une menace sur la sécurité nationale, que représente l'acquisition par des entreprises chinoises de certaines entreprises stratégiques américaines, il y a eu un renforcement des pouvoirs du comité qui s'appelle CFIUS, je crois que je l'ai mis là, voilà, du comité qui est chargé de contrôler en fait les investissements étrangers dans les entreprises américaines. Ça a été renforcé en août 2018 et ça l'a autorisé à bloquer des acquisitions sur la base de considérations pour la sécurité nationale, même si l'acquisition a déjà été réalisée. Et par exemple, c'est un exemple assez étonnant puisque ce CFIUS a décrété que la possession par l'entreprise chinoise Beijing Kowloon Tech, bref, une entreprise chinoise, de Grindr, donc je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une application de rencontre pour personnes LGBTQ, cette acquisition, ce comité a décidé que c'était un risque pour la sécurité nationale et a contraint l'entreprise chinoise à vendre Grindr
puisqu'ils n'acceptaient pas cette acquisition. Alors ça peut paraître étonnant en se disant pourquoi est-ce qu'une appli de rencontre est considérée comme stratégique pour la sécurité nationale? En fait, bien sûr, c'est une question de collecte de données personnelles d'Américains et le comité a considéré que ce n'était pas possible qu'une application en charge d'une telle collecte de données reste une possession d'une entreprise chinoise. Voilà, donc ça, c'était pour le premier volet qui était d'essayer de plus ou moins empêcher la Chine de courir trop vite. Et le deuxième volet qui est pour le coup d'essayer de booster l'innovation et la R&D américaine, d'essayer de préserver l'avance américaine par différents moyens, donc c'est essayer de courir plus vite. Ça s'est matérialisé par plusieurs mesures pour essayer de préserver l'avance technologique du département de la Défense, en augmentant le budget de la défense qui était dédié à l'innovation, en essayant aussi d'améliorer l'intégration des nouvelles technologies de pointe dans l'armée américaine. Ça s'est aussi passé par l'encouragement et le financement surtout du développement de technologies jugées critiques, par exemple les puces électroniques, les technologies quantiques ou de l'intelligence artificielle, par une myriade d'initiatives qui ont été menées par à la fois le Congrès, la Maison-Blanche ou les agences gouvernementales. Et je citerai simplement... Pourquoi? Pardon, les textes de loi sont au mauvais endroit, mais c'est le US Innovation and Competition Act qui a été adopté au Sénat en juin 2021 et le America Competes Act, qui est en fait la loi miroir qui a été adoptée par la Chambre au début de ce mois de février 2022. Donc, ces deux lois qui vont ensuite être réconciliées en une loi ces deux projets de loi qui vont être réconciliés en une loi qui sera signée par Biden, contiennent tous les deux des montants assez conséquents pour financer un éventail de technologies clés comme celles que j'ai citées. Et dans ces deux lois, on a également des paragraphes concernant la présence américaine dans les instances internationales qui définissent les normes et les standards mondiaux, puisque comme je l'ai dit, c'est un champ dans lequel la Chine a réussi à renforcer son influence. Et donc, les États-Unis aussi cherchent à réagir sur cet aspect-là également. Et le dernier point, investir dans l'éducation et les infrastructures, c'est vraiment pour montrer que, en fait, très largement, le président Biden a explicitement justifié une très grande partie de son projet politique, même intérieur, par la nécessité de gagner, comme il le dit, le 21e siècle, de gagner la compétition du 21e siècle contre les adversaires des États-Unis et en premier lieu la Chine. Et donc, c'est vraiment une stratégie très large, même en politique intérieure, et même, comme je voudrais le montrer en troisième partie, une politique qui a des conséquences pour les alliés des États-Unis. Pour une explication plus détaillée sur ce troisième point, donc les conséquences pour les alliés et en particulier pour l'Europe de cette compétition technologique et surtout de la stratégie américaine, je vous invite à lire très modestement mon étude, petit moment d'autopromo, parce que c'est exactement ce que j'ai essayé de détailler un peu plus précisément et je vais vous en parler rapidement, parce que c'est intéressant de voir que sous Trump, il y a eu une approche qui était très brutale, très coercitive, dont vous avez forcément entendu parler, notamment sur la 5G, alors que sous Biden, il y a quand même une volonté davantage de coopération, de concertation avec les alliés, d'engagement dans des enceintes multilatérales. Mais en fait, globalement, quand même, l'objectif reste le même à travers ces deux administrations. Et concernant les alliés, c'est essayer dans la même logique que d'essayer de faire en sorte que la Chine court moins vite, c'est d'essayer de convaincre, contraindre et inciter les alliés à, d'une part, ne pas adopter certaines technologies chinoises jugées à risque, et deuxièmement, d'essayer de ne pas transférer certaines technologies vers la Chine. D'abord sur le premier point, qui est les stratégies américaines pour essayer de dissuader les alliés d'adopter certaines technologies fournies par des entreprises chinoises. Le cas le plus connu, bien sûr, c'était celui de la 5G et de la campagne américaine auprès des alliés de Washington pour qu'ils écartent le fournisseur chinois Huawei de leur réseau 5G. Et on a vu qu'il y a eu toute une panoplie d'outils déployés, avec d'abord une approche très coercitive, avec une rhétorique très dure. D'ailleurs, comme l'explique Keith Crash, qui est l'ancien sous-secrétaire d'État américain qui était en charge de cette campagne, je cite, « Les États-Unis faisaient littéralement le tour du monde en tapant du poing sur la table et en disant « n'achetez pas Huawei ». Donc, c'est une approche coercitive assez revendiquée. C'est traduite par une pression diplomatique, même à très haut niveau,
et également par exemple, des menaces de limiter le partage de renseignements avec les alliés de Washington qui accepteraient Huawei. Donc, quand même un niveau de pression assez élevé. Mais ça s'est aussi traduit par une campagne de sensibilisation aux menaces, donc c'est le terme consacré, et des efforts de formation, voire même, je crois que c'est aussi un ancien sous-secrétaire d'État qui disait ça, d'éducation des alliés pour essayer de les convaincre de la réalité des risques sécuritaires liés à Huawei. Et ça s'est également traduit par des initiatives multilatérales comme le Clean Network sous Trump, et par aussi des mesures incitatives plutôt que coercitives, naissantes plutôt vers la toute fin du mandat de Trump et qui se développent encore davantage sous Biden, avec des incitations notamment financières pour essayer d'aider à financer des alternatives à Huawei. Donc ça, c'est vrai sur le cas de la 5G de Huawei, mais en fait, on l'a vu aussi sur d'autres secteurs un peu moins médiatisés, par exemple le cas des câbles sous-marins, où il y a eu le déploiement à peu près de la même panoplie d'outils par les États-Unis pour essayer de convaincre les alliés de ne pas accepter les câbles construits par des équipementiers chinois, et notamment ceux construits par Hengtong Group, l'énorme groupe d'équipementiers en matière de câbles sous-marins. Pour que ces alliés refusent que ce type de câble passe sur leur sol. Et ça a concerné directement la France, puisqu'il y a eu un lobbying répété et interministériel des États-Unis sur Paris, notamment sur le SGDSN, pour s'opposer au projet de câble qui s'appelle le câble PIS, qui relie la Chine à Marseille, en passant par Djibouti, etc., et qui est fabriqué par l'équipementier chinois dont je parlais tout à l'heure. Et à toute cette stratégie américaine, avec tous ces outils pour essayer de faire en sorte que les alliés n'adoptent pas certaines technologies chinoises, se couple un autre effort qui est d'essayer de convaincre et contraindre les alliés de ne pas vendre certaines technologies à la Chine, de ne pas transférer certaines technologies. Et sur ce plan, les États-Unis bénéficient d'un atout vraiment de poids, qui est l'application extraterritoriale, la fameuse de leurs droits, qui leur permet en fait purement d'interdire certaines exportations et réexportations des alliés vers la Chine. On pourra revenir, si vous voulez, sur les conditions un peu plus précises et sur les règles que les États-Unis ont pu utiliser pour essayer de jouer de ça. Mais en tout cas, ce qui est marquant, c'est qu'il y a eu une extension à la fois des listes d'entités que j'évoquais tout à l'heure, d'entreprises qui sont sanctionnées, mais aussi des règles et de l'application des règles qui permettent d'interdire justement ces transferts de technologie et ces ventes. Et en plus, au-delà de cette extraterritorialité du droit, les États-Unis disposent d'autres outils de pression diplomatique, encore une fois, comme pour la question de l'adoption des technologies. Ils ont également essayé de déclassifier certains rapports pour pour essayer de vraiment prouver aux alliés les conséquences que pourrait avoir telle ou telle vente. Et ils se sont également assez vigoureusement engagés dans les structures multilatérales et en bilatérales pour essayer d'encourager certains alliés, une enceinte multilatérale, mais aussi certains alliés précis qui produisaient certaines technologies précises, pour essayer de les convaincre d'aligner leur régime de contrôle des exportations sur celui des États-Unis. Et un exemple, par exemple, très, très net, mais que je pourrais développer si ça vous intéresse, mais qui a combiné tout ça, c'est tous les efforts américains pour essayer d'empêcher la vente par une entreprise néerlandaise qui s'appelle ASML, qui fabrique en fait les machines permettant de fabriquer les semi-conducteurs les plus avancés. Et les États-Unis, par conséquent, n'avaient pas envie que ce type de machine fabriquant des semi-conducteurs très, très avancés soit vendu à la Chine. Et se sont engagés en déployant tous les outils que j'ai cités plus tôt pour essayer de faire en sorte que cette vente n'arrive pas. Et c'est bien sûr ce qu'ils sont parvenus à obtenir. Pour conclure très brièvement, pour qu'on ait un peu le temps pour les questions et le débat, plus qu'une nouvelle guerre froide, je dirais que c'est une compétition croissante dans un contexte de forte interdépendance, que je ressouligne une dernière fois pour la route. Et également qu'on voit que des deux côtés, côté chinois et côté américain, il y a le déploiement d'un ensemble de stratégies à la fois pour booster l'innovation, courir plus vite, maintenir ou s'affirmer comme leader technologique, mais aussi de stratégies contraignantes qui ont un impact sur, bien sûr, ces deux pays directement, mais aussi
plus largement sur tous leurs partenaires commerciaux et notamment, bien sûr, du coup, sur l'Europe. Et je m'en arrêterai là. Merci beaucoup. Intervention très enrichissante. Moi, j'ai une première question. Du coup, la Chine détient énormément de métaux rares sur le sol chinois. Du coup, je me pose la question, est-ce que dans l'avenir, ce serait pas plutôt, du coup, il y aurait plus d'interdépendance, mais plutôt une dépendance de la Chine, avec du coup le fait Une qu'elle... dépendance sur la Chine ou une dépendance à Non, la Chine? à la Chine. Ouais. Bah, justement, c'est exactement. Après, il faut savoir qu'il n'y a pas non plus que la Chine qui détient tous les métaux rares et il y a aussi d'autres pays dans lesquels justement les États-Unis, pas fous, investissent, type Amérique latine. Enfin, voilà, c'est en Afrique aussi beaucoup, donc voilà. Mais ça fait tout à fait partie, oui, des préoccupations américaines et c'est pour ça d'ailleurs que Joe Biden, assez rapidement après son arrivée au pouvoir, donc il y a environ un an, a signé un décret exécutif qui demandait de faire une grande review, une grande analyse des chaînes de valeur en fait de plusieurs technologies jugées stratégiques comme les batteries, les semi-conducteurs aussi, il me semble, enfin plusieurs technologies spécifiques pour justement essayer de bien analyser les vulnérabilités, notamment en matière de terres rares, mais voilà, pas seulement, et essayer de bien analyser toute la chaîne pour avoir conscience des vulnérabilités, puisque les États-Unis, justement, essayent de, de trouver des stratégies pour ne pas se retrouver dans une situation de dépendance qui, effectivement, les inquiéterait beaucoup. Mais c'est également aussi le cas du côté européen, où il y a une démarche d'analyse, en fin de compte, qui est assez semblable, avec une volonté, du coup, d'y répondre, par exemple, en diversifiant les sources, enfin, je veux dire les sources fournisseurs de métaux rares, voilà, tout un tas des tentatives de réponse à ce risque potentiel de vulnérabilité. D'accord, merci beaucoup. Nous avons une question sur le chat. Est-ce que cet esprit de coopération pourrait nuire à l'indépendance pardon, de Taïwan? Les États-Unis ont fixé le Taiwan Relation Act en 1979 après la reconnaissance officielle de la RCP, mais sont-ils prêts à défendre Taïwan plutôt que cette coopération avec Pékin? Bah ça, c'est toute la question depuis, effectivement, depuis 79, c'est toute la question, et même depuis le début des processus visant à normaliser les relations entre les États-Unis et la Chine au début des années 70, c'était toute la question, puisque c'était une des différences fondamentales qui n'a pas cessé d'opposer les deux camps depuis le début. Après, je pense que c'est sûr que certaines théories disent que cette interdépendance, notamment économique, pourrait réduire les risques de guerre et par conséquent mener à la paix. Il semble quand même que, vu le durcissement de la ligne des deux côtés très récemment, il y a plutôt une volonté américaine de se rapprocher de Taïwan et de bien manifester leur capacité et leur volonté de s'engager dans la défense de Taïwan si c'était nécessaire, qui commence à être presque renforcée par rapport à il y a 10 ans, par exemple, ou il y a quelques années, ou au début des années 2000, par exemple. Donc, après, je ne suis pas Madame Irma, je ne m'avancerai pas dans des considérations sur le sujet, mais le durcissement actuel pousse plutôt à un rapprochement États-Unis-Taïwan qu'États-Unis-Chine, bien sûr. D'accord, merci beaucoup. Flavie, est-ce que tu as une question? Alors oui, moi j'ai un certain nombre de questions. D'abord, sur le fait de savoir si la pandémie de Covid a eu une influence sur la compétition technologique Chine-États-Unis et si oui, laquelle? Alors en fait, déjà sur la relation en tant que telle, ça a clairement eu d'abord un effet assez néfaste, au moins dans la communication, puisque les deux pays se sont mutuellement accusés d'être responsables de la création du virus, avec les États-Unis et notamment le président Trump employant à moult reprises le terme de Wuhan virus ou de China virus, donc plutôt que de dire le Covid-19, c'était toujours cette idée d'essayer de rassocier ce
virus à la Chine, voire de sous-entendre que potentiellement ce virus aurait été créé en laboratoire comme une arme biochimique par les services chinois, ou en tout cas que voilà, il y aurait une origine humaine de la part de la Chine qui aurait été cachée, a aussi beaucoup accusé l'OMC d'être à la solde des Chinois, et inversement, du côté chinois, on ne s'est pas privé également de inventer un peu des théories du complot, soulignant que c'était peut-être l'armée américaine qui avait fabriqué ce virus, comme ça avait été un peu le cas des accusations du même jour pour le sida, ou que c'était en tout cas les États-Unis qui auraient transféré ce virus ou qui auraient amené ce virus en Chine, donc avec une accusation au moins dans la communication perpétuelle, qui a forcément mené à la dégradation de la relation, et aussi une certaine compétition pour essayer de se présenter comme la personne enfin l'État qui délivre le plus de vaccins et d'aide aux pays en développement qui en avaient le besoin. De chaque côté, chacun essayait de souligner l'inefficacité des efforts de l'autre et de mettre en valeur son propre effort en faveur des pays en développement. Et aussi, ils ont été beaucoup accusés d'avoir une coopération qui n'a pas du tout été à la hauteur de la pandémie. Donc ça, c'est un premier aspect, plutôt sur la dégradation de la relation en général. Et même sur l'aspect plutôt technologique, en tout cas côté américain, mais aussi par exemple côté européen, la pandémie, et notamment la dépendance à la Chine qu'on évoquait tout à l'heure, par exemple sur les questions de protection, de masques, etc., a disons, catalysé les dynamiques existantes, parce que ça n'a pas créé du jour au lendemain comme ça des velléités de relocalisation soudaine, mais par contre, ça a vraiment catalysé les dynamiques existantes, qui étaient de se dire que la mondialisation et les interdépendances des chaînes de valeur, c'était formidable, mais en fait, pas tant que ça. Il fallait peut-être quand même assurer un minimum d'industrialisation, que ce soit sur les technologies stratégiques ou que ce soit sur les masques, les médicaments, voilà, ces aspects-là, et qui a donc du coup vraiment nourri la dynamique en ce sens, et qui d'ailleurs se traduit jusqu'à aujourd'hui très clairement par des initiatives des deux côtés, qui cherchent à la fois à financer des technologies stratégiques, à à défendre une position favorable à une certaine réindustrialisation. Enfin, ça a vraiment nourri les choses dans ce débat. Et je voulais juste souligner un aspect que j'avais trouvé intéressant, qui était en fait que bon, il y a eu certaines accusations des États-Unis, et aussi un petit peu, même si c'était plus modéré, du Royaume-Uni et du Japon, qui disaient que il y avait eu des attaques suspectes, probablement liées à la Chine, pour voler en fait des datas, des données et des recherches sur le Covid-19 aux États-Unis. Mais à part cette accusation, il y a quand même eu une coopération scientifique qui, comme je le disais, est toujours importante entre les États-Unis et la Chine. Il y a eu une coopération scientifique universitaire, je veux dire, sur la question du Covid-19 entre les États-Unis et la Chine. Bon, à défaut de coordination politique sur la distribution des vaccins, etc., je voulais tout de même mentionner cet aspect. Merci beaucoup. Une autre question, vraiment liée au contenu de votre intervention, quand vous avez parlé de cet aspect de l'application extraterritoriale de la loi américaine, vous avez dit que vous pourriez développer, et je pense que ça serait très intéressant justement de savoir comment concrètement ils font, les États-Unis, pour empêcher, par exemple, dans le cas de l'entreprise néerlandaise que vous avez citée, et comment pour le futur, ils se préparent à appliquer leur loi de manière extraterritoriale dans l'optique de contraindre leurs alliés à ne pas faire de transfert de technologie vers la Chine. Oui, avec plaisir, c'est mon dada, donc ravie d'en parler. En fait, il y a donc 2 règles principales qui s'appliquent. La première, ça s'appelle la règle dite de minimis, je vais juste dire, disons du minimum, qui dit que toute technologie qui a plus que 25% de composants, ou de logiciels, ou voilà, disons composants américains, dans ce cas-là, les règles américaines de contrôle aux exportations, qui s'appellent l'EAR, donc
dans le cas des technologies qui ne sont pas militaires, mais qui sont par exemple à double usage, ou voilà, s'il y a plus de 25%, la loi américaine s'applique. Donc, si la loi américaine s'applique, ça veut dire qu'il faut demander une licence si jamais on veut exporter son produit vers la Chine. Et ça veut dire que les États-Unis ont le pouvoir de dire non, par exemple. Donc, ce taux peut varier en fonction de si c'est un produit qui est jugé très, très stratégique ou pas, mais le taux, de manière générale, vers la Chine, par exemple, vers d'autres pays, ça peut être beaucoup plus élevé, par exemple l'Iran, bien sûr. Mais pour l'instant, vers la Chine, c'est 25%. Et une des propositions qui avait été faite, c'était sous l'administration Trump, qui avait été faite par le département du commerce et dans un projet de loi, par exemple, c'était de dire, en fait, pour certaines entreprises comme Huawei, on pourrait dire que c'est pas 25%, c'est 10%. Là, du coup, ça veut dire qu'il y a toute une partie des entreprises qui pouvaient exporter leurs produits, leurs semi-conducteurs, leurs machines vers Huawei, qui, dans ce cas-là, seraient soumises à une obligation de demande de licence aux États-Unis et qui, du coup, potentiellement, seraient bloquées. Et la deuxième règle, c'est la règle qui s'appelle sur les produits directs étrangers, qui est que si jamais un produit est fabriqué par un produit américain, donc on remonte encore la chaîne, à ce moment-là, les règles américaines s'appliquent. Voilà, ça c'est les deux règles principales. Après, il y a plein de sous-règles, voilà. Et il y a eu une extension en fait progressive de l'application de ces règles pour, par exemple, combiner les deux en disant ah, ben, si jamais vous voulez vendre à une entreprise blacklistée, même s'il y a moins que 25%, en fait, ça s'applique. Enfin, toute voilà, une flopée, disons, d'adaptation un peu des règles qui existaient pour dire, ah, en fait, nouvelle règle, on augmente l'application de ce champ. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement unilatéral puisque les autres pays n'ont pas du tout leur mot à dire sur la question. Et par exemple, quand ils ont fait cette adaptation de la règle sur Huawei en disant, en fait, même si vous êtes à moins de 25% et même si jamais vous êtes fabriqué par si jamais ce qui a fabriqué ce que vous essayez de vendre, c'était américain, et que vous voulez le vendre à Huawei, vous êtes obligé d'avoir une licence américaine. Quand les Américains ont décidé ça tout seuls dans leur coin comme des grands, par exemple, il y a une association d'entreprises japonaises qui a dit mais attendez, là, ça crée quand même une instabilité dans nos échanges, parce que si jamais vous pouvez décider comme ça du jour au lendemain que, en fait, quand ça vous arrange, ça s'applique différemment, ça veut dire que potentiellement, nous, un grand pan de nos échanges, qui pour l'instant sont légaux et n'ont pas besoin de licence, peuvent du jour au lendemain, par décision seulement américaine, n'être plus légaux. Donc c'est vrai que c'est une inquiétude, même nous, à l'IFRI, on est en contact avec beaucoup d'entreprises, c'est une inquiétude de la part de beaucoup d'entreprises qui se disent quelle est la marge de manœuvre des Américains, et en vérité, elle est très très grande. Surtout que, par exemple, dans le cas d'ASML que vous évoquiez, ce qui est très intéressant, c'est que les Américains ont d'abord commencé par faire un audit pour essayer de voir s'il y avait 25% de produits américains. Ah, pas de chance, il n'y en avait pas 25%, ça n'atteignait pas le plafond. Du coup, ils sont passés par d'autres moyens. Ils sont passés par, comme je le disais, la pression diplomatique, directement sur le Premier ministre néerlandais, par la déclassification de rapports en disant regardez comme ce serait terrible que vous vendiez cette entreprise, ça créerait plein de problèmes, par des menaces commerciales voilées, puisque il y avait moins de 25%, mais il y avait quand même une certaine partie des produits, notamment les lasers, qui étaient produits aux États-Unis. Donc ils ont dit bah, si vous vendez ça, potentiellement, ce serait dommage, vous ne pourriez plus, on pourrait vous couper les vivres sur ces composants-là. Donc forcément, c'est un grand éventail qui déjà est très très puissant grâce à l'extraterritorialité du droit et à la possibilité de faire évoluer l'application des règles, et aussi par exemple de faire évoluer la liste de toutes les entreprises qui sont sous sanction, etc. C'est vrai que ça fait un grand arsenal à la disposition, disons, des autorités américaines, et uniquement des autorités américaines. Et d'ailleurs, les Chinois ont bien compris l'intérêt de ce type de loi et sont en train de activement développer des lois tout à fait similaires en matière de contrôle des exportations, parce que effectivement, ça me paraît très intéressant. Donc, mais Eh plus bien, des détails dans la note pour ceux que ça intéresse et qui ont besoin de lire, parce que c'est vrai que c'est quand même juridiquement un petit peu compliqué. Donc,
Eh bien, justement, la dernière remarque que vous venez de faire sur le fait qu'à la fois les États-Unis et la Chine prennent des mesures, ça fait tout à fait le lien avec la question suivante que je voulais vous poser, à savoir quel rôle nous, France et nous, Europe, on peut jouer au milieu de tout ça parce que on a vraiment l'impression que oui, ce sont deux blocs et finalement, nous, on n'est pas intégrés dans cette compétition, pour le meilleur ou pour le pire, je veux dire. Mais en fait, on est vraiment dans une situation d'entre-deux, dans le sens où, du point de vue des valeurs, on est incontestablement plus proche des États-Unis que de la Chine, mais en même temps, on est très dépendant de la Chine, des biens comme des services qui sont en provenance de ce pays. Et ça, c'est vrai de manière générale, mais particulièrement dans le domaine technologique, ça, c'est indéniable. Alors, par conséquent, j'ai deux sous-questions dans ma remarque. D'abord, la première concerne une initiative de l'Union européenne et des États-Unis qui a été entérinée au dernier sommet UE-États-Unis de juin 2021, qui est la création d'un conseil du commerce et des technologies. C'est une institution ou une instance, en tout cas, qui n'a pas été créée explicitement contre la Chine, mais on voit bien que son influence grandissante, c'est en fait la raison de la création de ce conseil, on va dire de coordination des initiatives euro-américaines en matière de commerce et surtout de technologie. Donc, qu'est-ce que vous pensez que cette instance peut faire, si elle peut faire quelque chose? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, plus générale, c'est celle de savoir si on est condamné, nous, France et nous, Europe, à une certaine passivité entre ces deux acteurs, ou est-ce qu'on a les capacités d'être un moteur à la fois d'innovation technologique, mais aussi une sorte de puissance intermédiaire entre ces deux compétiteurs? Merci beaucoup. Et c'est vraiment des questions qui sont très intéressantes et qui, heureusement, dont s'est saisie la Commission européenne qui a justement décidé de jouer davantage un rôle plus géopolitique. Et pour commencer d'abord par la deuxième question, je pense que sur le plan technologique, clairement, il y a des secteurs dans lesquels on est vraiment en retard et on est totalement dépendant, par exemple, des États-Unis sur la question du cloud, des services, etc. Et où là, le début de potentielles idées françaises ou européennes de laisser émerger des acteurs qui seraient français ou européens, pour l'instant, n'est vraiment pas du tout à la hauteur. On a vu que la France, par exemple, sur le cloud, a dit: «OK, non, mais plutôt qu'essayer d'avoir des acteurs français, on va juste faire des partenariats de confiance avec des acteurs américains». Donc, dans certains secteurs, ça va être très compliqué pour nous de jouer un rôle à court terme. En revanche, dans d'autres secteurs qui sont peut-être un peu plus émergents, ou alors dans lesquels il se trouve qu'on a une avance, donc par exemple le quantique, on n'est pas encore c'est pas encore impossible qu'on joue un rôle. Sur la question, bien sûr, de la 5G, on a quand même les 2 leaders qui sont européens. Sur la question des semi-conducteurs, comme je le disais, l'entreprise qui a le monopole sur la machine qui permet de fabriquer les semi-conducteurs les plus finement gravés, c'est une entreprise néerlandaise. Donc il y a quand même des secteurs où technologiquement, on peut jouer un rôle et je pense que c'est grâce à ça, et grâce à la volonté actuelle d'essayer de justement prendre en compte nos vulnérabilités et peut-être essayer de développer une stratégie un peu plus d'autonomie, même si ça en fait crisser certains. Et c'est grâce peut-être à ce regain de, de, de volonté de souveraineté côté européen et à cette maîtrise de quand même certaines technologies qu'on peut peut-être essayer de jouer un rôle pour peser dans nos négociations avec les États-Unis, sachant que bien sûr qu'on a intérêt à approfondir le dialogue avec eux, puisque clairement, on aura beaucoup plus de proximité que face à la Chine. Donc sans s'aligner avec eux, parce qu'effectivement, ça risque de mener à une escalade et on n'a pas du tout intérêt à être aligné totalement sur les Américains sur les questions
sur les questions chinoises. Je pense que justement, dans le cadre du Conseil pour le commerce et les technologies, on a un vrai rôle à jouer, nous, Européens, pour peu qu'on arrive à peu près à se mettre d'accord sur certaines questions. Et c'est justement la création de ce conseil qui facilite beaucoup les discussions, notamment par rapport à l'administration précédente, qui l'a joué très, très solo et très America First. Là, on voit que justement, l'administration Biden est assez réceptive aux initiatives européennes et essaye de mettre en avant, comme vous le disiez, la proximité des valeurs, ce qui a un rôle, par exemple, dans les technologies et ce qui pourrait nous aider, par exemple, dans de la coopération sur l'intelligence artificielle, par exemple, pour essayer de, de créer des normes pour une intelligence artificielle éthique qui s'aligne avec tout de même les valeurs que l'Europe et les États-Unis partagent. Donc, je pense que dans le cadre de ce conseil, on a vraiment beaucoup de possibilités de progression. Ce qu'il faudrait, c'est que ça ne devienne pas non plus un, un forum, mais je ne pense pas que ce soit le cas pour l'instant, mais dans lequel, par exemple, le groupe de travail sur le contrôle des exportations ou ce type de groupe servent uniquement à prendre connaissance des évolutions américaines sans avoir aucune possibilité de discussion. Parce qu'il faut d'abord qu'entre Européens, on essaye de se concerter sur ce qu'on n'accepte pas, parce que même sur le contrôle des investissements, par exemple, le contrôle des investissements venant de la Chine est une question des deux côtés de l'Atlantique. Donc, ça fait vraiment partie des aspects qu'on peut explorer avec les Américains, mais ce serait bien de le faire en tant qu'Europe souveraine et pas forcément en tant que petit bloc coincé entre le marteau et l'enclume, comme vous l'évoquiez. Et c'est pareil sur la question de l'extraterritorialité du droit. On voit que l'Europe s'inquiète un peu d'être coincée entre une extraterritorialité du droit américaine et une pardon, ça fait beaucoup de fois, extraterritorialité du droit chinois, et essaye justement de développer des outils anti-coercition économique pour réussir à peser dans la balance et pas simplement à se retrouver en tenaille entre ces deux grandes puissances. J'étais un peu longue, mais c'est un vaste sujet. Merci beaucoup pour votre réponse. Nous avons une autre question dans le chat. La Chine joue-t-elle à un équilibre entre ses relations avec Washington et la poursuite de sa politique au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai, en toile de fond, les nouvelles routes de la soie? Les Occidentaux ne sont-ils pas en ordre dispersé vis-à-vis de Pékin? Alors, je vous avoue que moi, je suis plutôt spécialiste des questions technologiques et pas spécifiquement de la politique étrangère de la Chine, mais je pense que c'est plus qu'un équilibre. C'est une stratégie très cohérente de développer des routes de la soie qui lui permettent à la fois d'écouler ses exportations, d'avoir des partenariats avec des États, d'avoir aussi un certain levier avec certains États qui peuvent se retrouver endettés, par exemple, et d'avoir en termes technologiques, par exemple, des infrastructures de télécommunications qui, du coup, euh, sont à la fois territorialement connectées et très puissantes sur les marchés puisqu'elles équipent un grand nombre de pays. Et dans le cadre de la compétition technologique avec les États-Unis, c'est complètement cohérent. Je ne pense même pas qu'il y ait forcément une opposition entre les deux. Je dirais plutôt que ça va tout à fait dans le même sens. Et les Occidentaux ne sont-ils pas en ordre dispersé vis-à-vis de Pékin? Si. Si. Assurément, déjà, les Européens sont en ordre dispersé entre eux. Alors, n'en parlons pas les Occidentaux au sens large. Mais je pense que déjà, c'est un progrès depuis l'administration Biden et justement depuis le Conseil pour le commerce et les technologies, où on voit déjà émerger quand même une coopération qui est un petit peu plus enthousiasmante, je dirais, que la coercion un peu brutale qu'avait tenté d'imposer Trump sur les Européens et qui, du coup, avait plutôt tendance à accentuer les clivages plutôt que à rassembler tout le monde derrière les États-Unis. Donc, j'ai espoir que la coopération se fasse entre Occidentaux de façon à peu près équilibrée, même si c'est un peu utopique, et surtout peut-être de façon un peu moins idéologue que ne peuvent le faire les États-Unis parfois dans leur perception de la compétition entre grandes puissances, comme aurait dit l'administration précédente. Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un veut poser une question dans le chat. Donc, s'il n'y a personne, moi j'ai une question. Concernant la hausse des droits de douane imposés
2018 du coup par l'administration Trump. Comment est-ce que la Chine a été affectée et dans quel domaine précis du coup technologique la Chine a été affectée? Alors, oui, en fait, oui, la Chine a été affectée, mais en fait, il s'avère qu'elle semble avoir été plutôt moins affectée que les Américains, ce qui du coup semble avoir été un peu, peut-être pas contre-productif, mais en tout cas pas parfaitement ciblé côté américain, parce qu'en fait, la Chine a été capable de réorienter ses exportations et ses importations vers un certain nombre de pays de la région ou de la région lointaine, donc elle a été moins directement affectées. En revanche, par exemple, plutôt sanctions que droits de douane, du coup, ciblées sur la question des semi-conducteurs, par exemple, clairement ralentissent le développement des capacités indigènes chinoises en matière de production de semi-conducteurs, par exemple. Ça, c'est certain, et d'ailleurs, c'est tout à fait l'objectif, donc ça paraît logique. Le seul problème qui découle de ces sanctions et de cette volonté de ralentir la Chine dans ces secteurs technologiques, c'est que ça a aussi tendance à encourager très fortement les velléités chinoises qui existent déjà d'avoir des capacités de production autonomes en la matière. Donc, parce qu'en fait, quand vous privez quelqu'un, par exemple, si on vous dit non, je ne vous vendrai pas de semi-conducteurs, la personne en face ou la nation en face devient très très motivée pour développer ses propres capacités de production de semi-conducteurs. Donc, c'est plutôt sur ces aspects-là que sur les aspects commerciaux précis. Après, bon, c'est vrai que ça a été un peu bousculé parce que même l'accord de phase 1 qui avait été signé par l'administration Trump n'a pas été pleinement rempli, mais c'est vrai que ça a concordé avec le début de la pandémie, donc c'est un peu compliqué d'avoir une évaluation très précise parce que c'est des calendriers qui étaient parallèles. Mais voilà, ça me semble les aspects les plus marquants sur la question. Très bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et également d'avoir pris du temps pour assister et à cette conférence. Flavie, tu veux dire un dernier mot? Bien, écoute, je ne vais pas répéter, enfin, quoique si, je vais répéter encore merci beaucoup, merci beaucoup d'avoir été là. J'ai trouvé votre intervention à la fois très riche et très claire, très concrète. Ça m'a beaucoup plu. Donc, merci à vous. Avec plaisir, en tout cas. Merci aux personnes qui ont assisté également à la conférence. Merci pour les questions. Et oui, merci pour avoir conclu comme ça ce cycle de conférences qu'il nous a été un grand plaisir d'organiser. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous et bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.